Bonjour à tous, on va aujourd'hui travailler sur le sujet qui risque de tomber au bac, à savoir des territoires inégalement intégrés à la mondialisation. L'une des séquences les plus importantes du programme en géographie, en terminale S, ES et L, à savoir l'une des parties qui traite de la mondialisation en fonctionnement. On va d'abord commencer par présenter l'intérêt de la séquence et de la question, et donc de voir finalement quel est le cœur du thème. Ensuite, on va s'intéresser à l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il vous faut maîtriser. Ensuite, au travers d'un plan, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, et on va vous donner les conseils qui vont vous permettre de réussir cette épreuve. Ce sujet s'inscrit dans un thème qui est structurant du programme de terminale, c'est-à-dire celui qui porte sur la mondialisation et ses dynamiques. Ici, on est dans un thème qui interroge la hiérarchisation des territoires dans le cadre de la mondialisation. Donc on est à l'échelle globale. Et dans le cas de la séquence en question, l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation, on va questionner les facteurs et raisons qui expliquent une différenciation dans l'intégration des territoires à l'échelle mondiale. En clair, comment la mondialisation va hiérarchiser les territoires, pourquoi et quelle est la hiérarchie qui s'impose. Cette question, elle est essentielle, puisqu'après avoir vu justement les processus de mondialisation, après avoir réfléchi aux acteurs, on voit finalement quelle est l'organisation du monde actuel. L'idée donc, c'est de commencer avec un plan relativement simple pour approcher cette séquence. D'abord, voir les territoires qui sont intégrés à la mondialisation, voir comment ils dominent l'économie mondiale et s'imposent comme des centres de commandement et d'impulsion globaux. C'est là où on va notamment parler des nouveaux pôles de la triade. C'est là où on va justement s'intéresser à ces espaces qui dominent et impulsent l'économie mondiale. Dans un deuxième temps, on reviendra sur la question des périphéries intégrées, c'est-à-dire ces territoires qui ne commandent pas, mais qui sont des relais de la mondialisation, qui sont des acteurs, mais finalement de second rang, ou des acteurs qui sont en cours d'intégration. On parlera à ce moment-là d'espaces relais de la mondialisation. Et puis à côté de ces espaces de commandement ou relais, on a un troisième type d'espace. C'est les espaces en marge, à l'écart de la mondialisation. Finalement, ce sont tous les angles morts de la mondialisation, tous ces territoires qui ne participent pas, soit parce qu'ils sont en guerre, soit parce qu'ils refusent les logiques de la mondialisation. Et donc là, on est finalement dans la dernière partie de notre réflexion, on est sur ceux qui sont exclus. Avant de traiter ce sujet un petit peu plus en détail, on va revenir sur les définitions essentielles à maîtriser. La première, c'est celle de mondialisation. Il est impossible de faire une composition sur l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation sans la définir. La première définition à connaître, c'est donc celle-là. La plus simple des définitions pour la mondialisation, c'est celle d'Olivier Dollfuss, c'est-à-dire un processus continu et en constante évolution de mise en relation et d'interdépendance des acteurs à l'échelle du globe, qui repose sur la recherche finalement continue et comparée d'avantages comparatifs. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acteurs qui vont faire la mondialisation vont tous travailler et échanger les uns avec les autres, et ils vont avoir un seul critère, c'est les avantages comparés en termes de coût et en termes de prix et de qualité. En clair, ce processus-là, c'est quelque chose qui continue, qui ne s'arrête jamais. Et en définissant la mondialisation avec la citation de Delphus qui est juste en dessous, à savoir un processus de généralisation des échanges à l'échelle du globe, vous êtes sur quelque chose qui vous permettra de lancer votre composition en géographie et même plus simplement de faire face à tous les sujets qui portent sur la mondialisation. Si on va un peu plus loin, on doit réfléchir à la mondialisation sous un angle un petit peu plus complexe. La mondialisation, c'est d'abord un processus de nature spatiale qui crée un système. Et donc, c'est l'émergence du monde comme espace. En clair, on réfléchit à l'échelle du globe. La deuxième chose qui vient compléter ce processus de nature spatiale, c'est l'idée que la mondialisation, c'est finalement l'expansion définitive du système capitaliste au monde entier. En clair, l'économie de marché libérale après la guerre froide a triomphé. Et c'est ce processus d'expansion capitaliste qu'il faut prendre en compte. La troisième dimension à considérer, c'est le fait que c'est un processus de généralisation des échanges entre les différentes parties de l'humanité. Avec ces quatre dimensions, vous avez toutes les clés pour réussir
tous les sujets sur la mondialisation. Maintenant, pour ce qui est de l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation, il faut envisager, là encore, une autre définition, c'est celle des villes mondiales. Une ville mondiale, c'est finalement une ville qui est au cœur de la mondialisation. C'est une ville qui organise les flux, s'inscrit dans des réseaux, et finalement est le centre des centres de commandement. C'est elle qui va concentrer les fonctions de commandement, les fonctions de formation et de recherche, mais aussi les infrastructures et les flux. En clair, c'est le cœur de la mondialisation d'aujourd'hui. À côté de cette définition, vous en avez deux autres qu'il faut intégrer, en tout cas connaître. La première, c'est l'intégration, c'est-à-dire un processus d'unification des politiques économiques et publiques entre différents acteurs à une échelle donnée. En clair, c'est la fin finalement des barrières, qu'elles soient tarifaires, douanières ou des normes. En clair, on unifie le plus possible les systèmes économiques et politiques pour qu'il n'y ait plus de limites et qu'il y ait une vraie fluidité. L'autre définition qu'on peut éventuellement placer, c'est celle d'interface, c'est-à-dire une zone de contact entre deux espaces différents. Bon, les interfaces, c'est simple, hein, on les a au niveau des littoraux. Une fois que vous avez maîtrisé toutes ces définitions-là, une fois que vous êtes en situation de pouvoir les replacer, sont vraiment des marqueurs hein, pour les professeurs d'histoire-géographie, il est temps littéralement de se lancer dans la composition. Donc là, on arrive avec un plan détaillé. Dans un premier temps, on va voir que à l'échelle mondiale, les territoires les plus intégrés à la mondialisation dominent l'économie mondiale. Ce sont des centres de commandement et d'impulsion globaux. Première sous-partie, les pôles de puissance, qui rassemblent les États de l'ancienne triade. Ils forment aujourd'hui ce qu'on appelle la nouvelle triade. Ce sont des territoires qui sont extravertis, littoralisés. C'est l'Amérique du Nord, c'est l'Asie sous influence chinoise, et puis c'est l'Europe occidentale, principalement l'Union européenne. Avec ces trois acteurs, donc les trois nouveaux pôles de puissance, vous avez déjà présenté ceux qui sont les plus importants dans les territoires intégrés. Ensuite, on va changer d'échelle. À l'intérieur de ces territoires, il y en a d'autres qui sont finalement les centres de décision. Ces centres de décision, on les a déjà vus tout à l'heure. Ce sont les villes mondiales. Souvent, ce sont des mégapoles littorales. C'est Shanghai, c'est Londres, c'est New York. C'est dans une moindre mesure Los Angeles, c'est évidemment Tokyo. Une mégapole, c'est une ville de 10 millions de personnes pour l'ONU. Ce sont des villes qui sont ouvertes sur le monde et qui sont en pleine croissance. Ce sont elles qui décident et concentrent tous les acteurs de la mondialisation. C'est littéralement là où tout se décide, là où tout se fait. Ce sont les lieux de commandement et d'impulsion de la mondialisation. C'est le cœur du cœur. Si vous préférez, c'est l'hypercentre de la mondialisation. La dernière dimension, la troisième sous-partie finalement de notre grand 1, porte sur ces espaces qui fonctionnent en réseau. Toutes ces villes fonctionnent les unes avec les autres et forment ce qu'on appelle un archipel mégalopolitain mondial. L'AMM, c'est un véritable centre de commandement. Si vous préférez, ce réseau va, parce qu'il met toutes ces villes en lien, être vraiment celui qui va impulser la mondialisation et expliquer tous les processus. Une fois qu'on a vu littéralement cette première partie, il faut aller sur les territoires qui sont moins intégrés. Donc là, on parlera de périphérie. Toujours faire attention au terme. Le terme de périphérie, il est essentiel. Après un centre, vous avez toujours une périphérie. Ces périphéries, elles sont intégrées et dans certains cas, elles sont en cours d'intégration. On va parler à ce moment-là d'espaces relais de la mondialisation. Ce sont des espaces qui finalement sont secondaires et qui prennent de plus en plus d'importance. Ces espaces sont les espaces des puissances émergentes, par exemple. Ça, c'est ce qui va occuper notre première sous-partie. C'est-à-dire les nouveaux pôles de l'économie mondiale. C'est ce que vous avez vu en classe, ce sont les BRICS. Brésil aussi, Chine, South Africa, donc Afrique du Sud. Ce sont ceux qui remettent en cause l'organisation traditionnelle du monde depuis les années 1990. Ce sont ce qu'on appelle les émergents. À côté de ça, vous en avez d'autres, les CIVETS, les E7. Finalement, tous ces acteurs qu'on présente comme des émergents, c'est-à-dire des économies à très forte croissance. À côté de ça, vous avez d'autres espaces qui sont aussi des acteurs de second rang et qui ont une place de plus en plus importante. C'est ce qu'on appelle les pétromonarchies et gazomonarchies du Golfe Persique. C'est le Qatar, cher au PSG, c'est les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, tous ces territoires qui finalement profitent de leurs hydrocarbures, gaz et pétrole, pour s'intégrer dans les processus de mondialisation
mais aussi pour y être de vrais acteurs, en tant qu'investisseurs, en tant qu'acteurs, en tant qu'acheteurs. Et ça, c'est lié à leur rente et aux royalties. Les royalties, c'est finalement tout l'argent qui est généré par la vente de gaz et de pétrole. À côté de ces pétromonarchies et de ces gazomonarchies du Golfe, il y a un dernier espace qui compte dans les périphéries intégrées de la mondialisation, ce sont ce qu'on appelle les espaces frontières. On pense là naturellement à la frontière mex-américaine. Cette frontière mex-américaine, c'est un espace de transit, c'est la frontière la plus traversée dans le monde, c'est celle où il y a le plus d'échanges et d'interactions. Cette frontière mex-américaine, aujourd'hui, elle entre dans les processus de mondialisation et elle s'inscrit finalement avec d'autres espaces frontières. Je pense aux espaces européens, je pense à toutes les interfaces comme un lieu essentiel pour comprendre la mondialisation. Une fois qu'on a vu cette troisième sous-partie, il est temps de passer donc à la dernière partie de la composition sur les territoires inégalement intégrés de la mondialisation. D'abord, ce sont des espaces qui sont complètement en marge de la mondialisation ou à l'écart. On parlera d'angles morts. Ces angles morts ne profitent pas d'une égalité des termes des échanges. En clair, ils sont laissés de côté et quand ils sont connectés à la mondialisation, ce sont uniquement pour leurs matières premières. Au premier rang de ces angles morts de la mondialisation, on va trouver les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Ce sont des acteurs qui restent à l'écart des processus de mondialisation en raison de leur absence de développement, en raison de leurs problèmes structurels, et donc de leur incapacité à proposer des aménagements, des personnels de qualité, pour attirer tous les flux de la mondialisation. À côté de ces autres espaces, que sont les PMA, vous avez, là ce sera la deuxième sous-partie, les espaces en marge de la mondialisation, parce qu'ils sont constitués de ce qu'on appelle des États faillis, fragiles, défaillants. Ce qu'on appelle aujourd'hui des États fragiles, c'est-à-dire des États en guerre, le plus souvent enclavés. Prenons un exemple simple, c'est la Syrie. Aujourd'hui, avec un tel territoire, comme l'Irak, la guerre empêche les flux de la mondialisation, la sécurisation des personnels et des transports. En clair, ces États restent parce qu'ils sont fragiles en dehors des processus de mondialisation. À côté de ces États, vous avez ce qu'on appelle des États faillis, des États qui sont incapables d'assurer la moindre autorité sur leur sol. Et donc, les investisseurs, donc les firmes transnationales, ne vont pas envoyer leurs IDE, leurs investissements directs à l'étranger, dans ces endroits, par peur de les perdre. Ça paraît cohérent et raisonnable. À côté de ces espaces, on a un troisième sous-partie qu'on va réserver aux États qui refusent la mondialisation. Ces États, ce sont des États qui la refusent par idéologie. Donc on a tout de suite en tête la Corée du Nord, avec son leader charismatique, mais aussi le Vietnam, qui participe dans une certaine mesure. Et puis à côté de ça, vous avez des États qui sont restés sous embargo et qui en sortent progressivement. C'est le cas de l'Iran et de Cuba. Une fois qu'on a vu ces trois sous-ensembles, on a fait un tour finalement de ce que la mondialisation réservait comme hiérarchie. Et il est temps d'aller un petit peu plus loin, à savoir comment réussir l'épreuve dans sa globalité. La première des choses, c'est qu'on va regarder les erreurs à éviter, puis la petite information qui va vous aider, et enfin la probabilité en termes de sujet. Première erreur à éviter, ne vous limitez pas aux trois pôles de la mondialisation et ne faites pas un grand 1 sur l'Amérique du Nord, un grand 2 sur l'Europe et un grand 3 sur l'Asie. Ce ne serait pas pertinent et vous auriez oublié complètement les autres acteurs. Donc ne sous-estimez pas la multipolarité du monde, traitez-la. Le passage centre, périphérie intégrée et derrière angle mort et territoire en marge est le plus pertinent. La deuxième des choses, c'est éviter de confondre avec l'autre cours qui porte sur les dynamiques de la mondialisation et sur les processus acteurs et flux. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans la hiérarchie et on n'est pas dans la description du phénomène de mondialisation. Donc s'il y a une erreur à éviter, c'est justement de parler des flux et des acteurs de la mondialisation. La dernière des choses à éviter, c'est de parler des débats de la mondialisation. C'est hors du sujet, littéralement. Si vous avez fait attention à ces trois erreurs-là et que vous respectez l'ordre que je vous ai proposé, centre, périphérie intégrée et espace en marge dans la mondialisation, vous avez fait le tour du sujet. Maintenant, il est temps de vous apporter
des idées quant aux sujets qui peuvent tomber. Je vous rappelle que, quelle que soit la série, vous avez ce qu'on appelle des études critiques de documents qui peuvent être composées d'un ou deux documents de nature différente, où il faudra présenter une analyse de ce document en répondant à une question, et toujours de manière critique. Donc là, en l'occurrence, pour l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation, vous avez effectivement cette dimension-là. Donc il faudra la prendre en considération. Ça peut véritablement tomber en ECD, avec par exemple une carte et un texte journalistique. Le deuxième type d'épreuve que vous pouvez avoir, c'est quelque chose qui est souhaité par quasiment tous les terminales, c'est le croquis cartographique. À savoir ici, inégale intégration des territoires de la mondialisation. Enfin, le dernier sujet possible sur cette question, c'est une composition. Et cette composition, elle est simple, elle porte sur l'inégale intégration des territoires de la mondialisation. Dans ce cadre-là, on peut attendre que vous parliez des espaces maritimes, que vous avez vus dans une autre séquence au cours de l'année, et que vous utilisiez tous les éléments que vous avez vus au sujet de la ville mondiale que vous avez traitée. Généralement, c'est New York ou Shanghai. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, vous êtes armé et il est temps de vous apporter un petit plus. Chaque composition est appréciée si elle contient au moins un schéma cartographique. Là, en l'occurrence, le plus simple, c'est de proposer un schéma de l'organisation du monde avec ce tripartisme dont je parlais, c'est-à-dire centre, périphérie intégrée, angle mort. Là, vous avez un exemple de schéma que l'on peut trouver très facilement sur le net et qui organise finalement l'espace mondial en trois parties. Une fois que vous avez littéralement traité tout ça, une fois que vous avez intégré cette décomposition en trois parties, et que vous allez être capable de donner un exemple et des chiffres systématiques, vous êtes prêt pour le bac, vous êtes prêt pour réussir, et vous êtes prêt pour justement traiter ce sujet qui était l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Bon courage!